Bienvenue dans Big Boss. Nous vous emmenons aujourd'hui dans le secteur du jeu vidéo puisque le patron que nous recevons a créé un studio spécialisé dans la sonorisation des jeux vidéo. Le Big Boss du jour, c'est François Fripia. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Vous dirigez des Mute Studios à Kuckelberg. Un grand mot diriger, mais effectivement, je m'occupe... Ouais, vous aimez pas qu'on vous appelle le boss, J'aime pas trop ça, non, effectivement. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une vision très horizontale, enfin très verticale des choses, et je pense que c'est un petit peu suranné comme expression. On va découvrir ça ensemble parce que je sens que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Et puis, il n'aime peut-être pas non plus qu'on l'appelle l'expert du jour. C'est Maxime Samin qui est avec nous. Bonjour. Maxime, bienvenue. Vous êtes journaliste à l'Écho et spécialiste, on peut le dire, en gaming, en jeux vidéo. En tout cas, tout ce qui est technologie. Et votre jeu vidéo préféré, c'est ? En tout cas, le dernier qui m'a passionné, c'était Red Dead Redemption, il y a 2-3 ans, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. François hoche de la tête, donc il connaît aussi, évidemment, forcément. Plus sérieusement, l'industrie du jeu vidéo, c'est vraiment une industrie florissante aujourd'hui. C'est en pleine explosion et on va le voir durant l'émission à travers des chiffres qui donnent parfois le vertige. Allez, on vous accompagne en tout cas dans cette émission pour découvrir cet univers qui vous paraît peut-être opaque. Vous allez tout de suite y voir plus clair. Mais avant, on va faire connaissance avec notre invité, François Fripia. C'est la séquence « Le bureau du boss ». Bienvenue dans le bureau du Big Boss de Mute Studio. Un bureau assez modeste, plutôt ordonné, on peut le dire, mais avec un objet quand même intriguant. Mais qu'est-ce que fait cette arme, en plastique je rassure, sur votre bureau ? Alors juste à côté du bureau du patron, il y a la table pour les réunions avec l'équipe et puis une étagère où on trouve un peu de tout. Il y a bien sûr les petits objets d'économe, mais alors celui qui nous intrigue le plus, ce ne sont pas ces raquettes de ping-pong, puisqu'on a compris que vous étiez joueur, mais ce crâne. Un souvenir de voyage ? Et puis il y a également un hamac dans le bureau du boss, c'est assez original, sans doute pour se reposer après de longues réunions. Autre élément intriguant dans la décoration de ce lieu, c'est sur cette table, il y a carrément des manettes de jeux vidéo, peut-être encore une autre manière de se détendre. François Fripia, c'est vrai, un vrai magasin de jouets, votre bureau. Oui, alors c'est assez drôle. Vous utilisez tout ça ? Alors, la tête de buffle, pas vraiment, très honnêtement. Non, alors il faut dire qu'en fait, personnellement, je suis en train de rénover ma maison. Et donc, il y a parfois des éléments de chez moi qui terminent au bureau. Donc, c'est pas un souvenir de vacances ? Non, c'est un souvenir de mon grand-père qui était entrepreneur au Katanga. Donc voilà, donc ça vient de là et je me suis dit, pourquoi laisser ça là et pourquoi pas le mettre au bureau ? Ça fait 6 mois que je dois l'accrocher, mais voilà. Pour l'instant, alors, on a vu les manettes de jeux vidéo. Forcément, quand on travaille pour le secteur du jeu vidéo, ça paraît logique, mais vous jouez vraiment à des jeux en dehors de votre métier ? Alors oui, alors moi j'aimerais bien en jouer plus, mais effectivement j'ai 2 enfants depuis 3 ans, ma fille a 3 ans, donc plus vraiment le temps, et puis entreprendre, ça prend du temps aussi. Donc, mais j'aime bien prendre le temps pour jouer, et en fait le meilleur moment, c'est la pause de midi avec les collègues, pour pouvoir soit tester de nouveaux jeux, soit de jouer à des jeux qui sont un peu plus simplistes, un peu plus... de base, j'ai envie de dire, et surtout pour aussi s'inspirer de nous, pour savoir qu'est-ce que font les autres et qu'est-ce qu'on pourrait amener dans les prochains jeux qu'on va travailler. Alors vous êtes joueur, il y a ces armes, il y en avait d'autres en fait, un peu partout disséminées dans le bureau. Vous jouez vraiment de temps en temps à la guerre entre vous ou c'est pour Non, décorer ? Pas du tout. C'est plus... c'est des moments ludiques comme ça qu'on se partage. À un moment, je sais pas, je sors de mon bureau, je sors d'un call et puis il y en a un qui est en train de travailler, puis je peux aller tirer un peu dessus pour aller l'embêter. Donc, et inversement, ils le font avec moi. Donc, et quand est-ce que vous mettez votre costume de patron alors ? Alors là, surtout le moins possible. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une philosophie pour vous de... Je pense que c'est pas une bonne manière de voir les choses avec un patron et des employés. Je pense que c'est tous ensemble qu'on fait une entreprise et le succès d'une entreprise. Et je pense que c'est en ayant surtout une approche qui vient bottom-up, mais moi je le vois même pas bottom-up, c'est une approche qui est tous ensemble vers un objectif commun où on arrive à faire des choses fantastiques. Alors, vos studios, ils sont situés à Kuckelberg. Vous avez d'ailleurs déménagé récemment pour vous agrandir. C'est là que nous avons rencontré l'équipe à laquelle vous faites allusion. On regarde le portrait du Big Boss. Dans un silence presque monacal, l'équipe de Mute Studio travaille sur de nouveaux jeux vidéo qui seront bientôt commercialisés. Dans ce mode-ci, il y a un drapeau qu'il faut capturer, il faut passer des portes. Et donc j'étais en train de m'assurer que le son des portes sonne bien. Ici, on s'occupe uniquement de la partie sonore du jeu. Par exemple, ici, je vais passer la porte et on entend bien que le son se lance. Un travail d'orfèvre orchestré par Pablo. Ma tâche ici consiste surtout à
m'assurer que tous les sons qui ont été créés par les sound designers se déclenchent au bon moment, au bon endroit, au bon volume, qu'ils soient entendus par tous les joueurs. Comme c'est en ligne, il faut bien s'assurer que tout le monde entende tout. Et donc ici, je suis en train de faire un peu des vérifications et des réglages. Parmi les sound designers, autrement dit les concepteurs sonores, Carlos s'occupe lui de sonoriser le changement d'apparence des personnages d'un jeu produit par l'un des 10 plus gros développeurs de jeux vidéo au monde, l'américain Irie. C'est aussi le plus gros client de la société bruxelloise. États-Unis, Royaume-Uni et France, 60% du chiffre d'affaires de Demute se fait à l'international. Et pour satisfaire le client, il faut parfois donner de sa personne. Ok, j'ai un petit peu trop de gain. Walter a quitté un instant son projet pour se mettre dans la peau d'un dragon. Non, là ça devient une chèvre. On a accumulé beaucoup de sons à travers ces 5 dernières années, entre ce qu'on a enregistré, ce qu'on a acheté à d'autres providers et tout. Je pense qu'actuellement on tourne autour de 2 Tera, donc 2000 gigas. Et on est constamment en train d'en recréer des nouveaux. En fait, il n'y a jamais assez, il n'y a jamais exactement ce qu'il faut, parce que chaque jeu a sa palette, a son univers, a sa couleur sonore. Et finalement on va avoir quelque chose d'unique. Entre 2 ajustements sonores, l'équipe qui se compose aujourd'hui de 10 personnes s'octroie une pause, en jouant bien sûr. Bonjour, Ambre, enchantée. Et depuis peu, Demute se trouve là où on ne l'attend peut-être pas. Nous sommes à Ixelles pour l'événement Bimuseum. Une fois par an, les professionnels des musées au niveau national se retrouvent pour échanger leurs bonnes pratiques professionnelles. Aujourd'hui, on attend un peu plus de 130 professionnels des musées, mais on a aussi des artistes et des personnes issues plutôt du secteur privé, puisqu'on accueille ce qu'on appelle les tech breakers, qui sont en fait des sociétés qui plus ou moyenne taille, qui viennent présenter leurs innovations ou leurs produits, produits ou services à destination des musées. Alors, assistant technique. Et parmi les entreprises privées invitées cette année, les Bruxellois de Demute Studio. Depuis peu, on a décidé aussi d'apporter notre expertise à la culture. Donc par exemple en proposant des parcours sonores interactifs aux sites patrimoniaux, aux sites culturels, aux musées. Et en fait notre valeur ajoutée, c'est vraiment le fait qu'on est issu du secteur du jeu vidéo à la base, donc vraiment c'est notre corps de métier. Et puis d'un coup on se dit mais en fait le jeu vidéo a plein de choses à apporter à d'autres secteurs. Dernier projet en date, le musée des égouts à Bruxelles. Pour être égoutier, faut pas avoir peur du noir, pas de phobie des rats et un odorat pas trop sensible. En fait, le scénario du musée des égouts, c'est que le visiteur, quand il arrive, il reçoit un talkie-walkie, qui est en fait l'audio guide, et il va être en contact avec Michel, qui est son formateur, qui est un égoutier depuis plus de 30 ans. Et en fait, le visiteur, il incarne un personnage dans l'histoire. En fait, il est un égoutier en formation qui est là pour son premier jour. Et donc c'est comme ça qu'on justifie toute cette expérience et que donc on a l'impression, quand on vient visiter le musée des égouts, de participer à quelque chose. On a une quête en fait. Alors, ça fait son petit effet, hein? Est-ce que tu vois bien? Tu veux... Retour à Kuckelberg. Comme tous les jours, il passait à l'aplomb de cette grande maison située à l'entrée de Santa Margarita. Ce jour-là, Ambre teste une comédienne pour de futurs projets liés à Demute for Culture. Il y avait certains moments où ça aurait pu être un peu plus lié. Il y a plusieurs types de projets qu'on peut proposer, des parcours sonores interactifs, des jeux vidéo dans des espaces réels, mais donc toujours dans des espaces culturels. Donc c'est ça qu'on veut développer. Dans la pièce d'à côté, nous retrouvons Walter, visiblement sur une autre planète. Je suis en train de sauver la galaxie. Walter teste en réalité le résultat d'un projet sur lequel il a travaillé plusieurs mois. Car avant qu'un jeu vidéo ne sorte dans le commerce, cela peut prendre 3 à 6 ans de travail. C'est justement d'essayer de comprendre si tout ce qu'on a fait a été fait comme il faut et essayer de se mettre à la place du joueur pour voir si le ressenti est celui qu'on veut et si on est en train de respecter une direction artistique cohérente. Pour la partie sonore, il n'est pas rare de travailler jusqu'à 2 ans sur le même produit. Aujourd'hui, Demute Studio s'occupe en moyenne de 4 à 5 projets de jeux en parallèle par an.
Voilà, évidemment, tout ça, ce sont des projets de jeux sur lesquels vous avez travaillé. Vous avez déjà comptabilisé le nombre de jeux vidéo sur lesquels vous avez travaillé depuis 5 ans ? Alors, non. Parfois, j'ai pas une comptabilité très précise, effectivement, ni en termes Mais de... c'est entre 3 et 4 par an ? Oui, alors c'est même plus, en fait. Même On est plutôt plus. à une dizaine par an, parce Ah qu'il y a plein de petits, en fait, là-dedans, qui sont des C'est ça, petits ça jeux. dépend des tailles, évidemment. Exactement. Moi, je pense qu'on devrait être une petite 20-30aine, à mon avis. Quelque chose comme ça. Alors, comment vous est venue l'idée de créer ce studio ? C'était une envie de jeune ado qui adore les jeux vidéo ou Eh ben, pas du tout. En fait, l'envie de créer un studio de son dans le jeu vidéo, ça vient depuis longtemps, parce que je suis ingénieur du son, moi, à la base, et je travaillais dans l'audiovisuel, dans le cinéma particulièrement, et dans la publicité. Et j'ai toujours eu envie d'aller explorer ça, parce qu'il n'y avait aucun acteur en Belgique, et ça n'existait pas. Et en fait, c'est à l'intérieur de la société dans laquelle je travaillais avant qu'il y a eu une opportunité pour aller vers la réalité virtuelle. Et ça, c'était un sujet qui m'intéressait énormément. Et on a commencé par la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, ça n'a pas répondu énormément par rapport à ce qu'on voulait faire. Et alors, l'interaction, très vite, ça s'est imposé comme quelque chose d'essentiel. Et donc, on a commencé par des projets sonores dans la réalité virtuelle en jeu vidéo. Et puis, le jeu vidéo traditionnel s'est imposé à nous. Et c'est la plus grosse part maintenant de votre travail, c'est vraiment le jeu vidéo Tout à fait, donc ça, on est traditionnel. très heureux depuis... on a eu beaucoup de chance au début du confinement, c'est qu'on avait recalibré finalement la stratégie de la société vers le jeu vidéo traditionnel, et c'est ça qui nous a permis maintenant d'être break-even, même plus que break-even cette année. Oui, vous vous souvenez de votre premier client ? Alors j'en ai eu beaucoup, parce que au début, dans le jeu Ça vidéo compte ? peut-être. Ouais, dans Ah le oui, jeu je me rappelle vidéo. très bien du Ça premier compte ? projet de jeu vidéo qu'on a fait, qui était un tout petit projet pour une émission de télé sur la VRT, en fait, où il fallait sonoriser. C'était pour une émission avec un loup-garou, et c'était un petit jeu mobile où, quand on appuyait sur une dent, il fallait faire un bruit. Voilà, donc c'était très 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 petit, mais c'était très intéressant. Et c'est grâce en fait à tous ces projets et à toute l'équipe que j'ai depuis le début qu'on augmente en compétences et qu'on peut permettre d'avoir des projets de plus en plus complexes. Et est-ce que c'est un handicap d'être belge pour débuter dans ce milieu-là ? Alors c'est toujours un handicap d'être belge. Non, pas du tout. Je pense que c'est une grande qualité, en fait, de simplement la manière relativement humble qu'on a de présenter les choses. Parfois c'est un handicap parce qu'on ne croit pas assez en soi, mais à l'international, au final, non, ça l'est pas. Et d'ailleurs, moi, un de mes objectifs, venant du cinéma, il y a une politique effectivement qui est de financer le cinéma en Belgique assez forte. Et souvent, moi j'ai travaillé sur pas mal de projets français où les Français venaient souvent... pour les subsides, le fait que ce soit financé, etc. Et pas nécessairement pour la qualité du travail. Et donc, quand j'ai fondé Demute, j'ai vraiment eu envie que les gens viennent pour nous, pour la qualité de ce qu'on a à proposer, et pas parce qu'on est moins cher qu'ailleurs. Et c'est payant, puisque aujourd'hui, vous le dites, vous êtes break-even. On va traduire pour nos téléspectateurs. Pardon. Ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, vous êtes en bénéfice. C'était pas arrivé encore depuis la création de votre entreprise ? Non, parce que on a eu la chance d'être financé par différents organismes, que ce soit Innoviris, que ce soit Brussels qui nous a beaucoup accompagnés, que ce soit Start Invest qui a cru en nous, toutes des institutions bruxelloises ou de Fédération Wallonie-Bruxelles. Et au début, on s'était sans doute un peu éparpillé, parce qu'on était dans la réalité virtuelle. On a essayé de développer un casque de réalité augmentée audio, donc un projet très technologique. Et c'est là où j'ai sans doute maintenant, grâce à l'équipe et grâce à ce qu'on a pu faire, et surtout aux questions qu'on a pu poser à nos clients, mieux axer ce qu'on avait comme service à proposer et commencer à avoir une société qui était profitable. Alors, on va continuer à parler chiffres, parce que l'industrie du jeu vidéo, on l'a dit, c'est une industrie florissante. Maxime, un chiffre qui retient toute notre attention, c'est celui qui va apparaître dans quelques instants, 150 milliards d'euros. C'est le poids de l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui ? C'est ça exactement, c'est ce que représente l'industrie aujourd'hui du jeu vidéo, c'est-à-dire que c'est plus que celle du cinéma et de la musique réunie, ce qui est quand même une bonne notion à avoir. Et il faut savoir que le gaming était déjà en plein essor avant la période Covid, mais les périodes de confinement successifs lui ont donné un boost vraiment au niveau de tous ces chiffres. Et donc on compte par exemple plus de 200 millions de joueurs en plus dû au confinement, et donc on est à peu près à 2,7 milliards de joueurs dans le monde, ce qui est absolument gigantesque. 200 millions de joueurs en plus, ouais, en un an. En un an en plus. Et du coup, c'est une des questions qu'on se posait, c'est quand on est un si petit acteur sur un si grand marché, et qu'on est belge, on va en parler, comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot ? En fait, déjà, on a beaucoup de chance, parfois, parce que la plupart des clients qu'on a eus, au final, au début, quand on n'a pas de portfolio, pas de connaissances, il faut bien essayer de les aborder. Et parfois, ça se fait sur des coups de chance, il faut juste être ouvert à l'opportunité. Et en fait, la chance qu'on a dans le domaine du son, particulièrement, c'est qu'on a comme vision ou comme feeling que l'industrie est en train de passer d'un système centralisé où les studios ont tout en interne
et plutôt vers une industrie où des prestataires extérieurs commencent à travailler sur les projets. Je m'explique, par exemple, dans un jeu vidéo, on a des programmeurs qui vont faire partie de la team interne, et puis peut-être que les VFX, donc les effets visuels très spécialisés, on peut les commander à une société différente. Peut-être que le son, qui est un élément très facile à outsourcer, je ne sais même pas comment le dire en français. À exporter. Désolé pour le franglais. Eh bien ça, cette nouvelle vision de ce que l'industrie du jeu vidéo est en train de faire au niveau de la production, pour moi, c'est ce qui s'est passé au niveau du cinéma et de la production audiovisuelle traditionnelle il y a 30-40 ans. Et donc c'est ça le pari, c'est qu'en fait, au lieu que les clients viennent engager des ingénieurs du son en interne, ils puissent faire confiance à une société. Et l'avantage sur ce segment-là, c'est qu'on est une quinzaine de boîtes dans le monde à proposer ce type de service. Et le marché belge reste en lui-même un petit poussé à l'échelle mondiale, ce qui est toujours logique pour n'importe quel secteur. Mais c'est particulièrement le cas au niveau du gaming. Est-ce qu'on l'explique par un manque d'investissement, par un manque de talent peut-être, de ressources ? Alors oui, parce qu'il faut quand même savoir, alors j'ai pas les chiffres exacts et là je parle sous votre contrôle Maxime, mais on est entre 70 à 100 millions de chiffre d'affaires par an en Belgique, sachant que la moitié est faite par une société gantoise qui s'appelle l'Ariane Studio. Du coup on se retrouve finalement avec 0,01% plus ou moins du chiffre d'affaires mondial. Ce qui est vraiment rien du tout. J'ai un peu étudié avant de venir. Et donc, oui, ça veut dire que c'est pas grand-chose, quoi. C'est absolument rien du tout. Alors pourquoi ? Effectivement, on peut se poser la question. En tout cas, c'est pas un problème de talent. On a une école à Courtrai qui a été élue plusieurs fois meilleure école au monde de programmation de jeux vidéo. Donc c'est quand même pas rien. Et ces talents vont en général à l'étranger. Alors, est-ce que c'est parce que le Belge en général a peur d'entreprendre et n'a pas la possibilité ou la croyance de son propre projet ? Probablement. Et sans doute que par rapport à des pays comme la France, la Suède, l'Angleterre, le Québec, qui ont des politiques d'investissement plus poussées, peut-être que ça joue de la concurrence par rapport à ça. Mais effectivement, là, je me fie plus à votre expertise plutôt que la mienne. En tout cas, le confinement a réussi à Demote Studio, on peut dire ça. Ça vous a apporté de nouvelles opportunités et des perspectives ? Oui, certainement. En fait, ça a déjà une chose, sans doute, au niveau de l'interne et aussi au niveau de ce qu'on a pu faire tous ensemble. Ça nous a recadré vers des choses essentielles qu'on était en train de faire. Alors, est-ce que concrètement, le confinement et le Covid nous a aidés directement ou est-ce que c'est un effet de date et de synchronicité ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait décidé d'aller vers le jeu vidéo et d'oublier plus les effets d'événementiel qu'on avait avant. Et en fait, ça nous a permis d'avoir un vrai cap à poursuivre. Ce qui est sûr, c'est que le fait de pouvoir prospecter sur LinkedIn, de prospecter par mail, là où en général les choses se font finalement en physique, malgré qu'on soit dans des mondes virtuels, il y a quand même encore beaucoup de prospection qui se fait de manière physique. Et bien là, il n'y avait plus d'événements physiques. Donc les gens qui étaient à la recherche de solutions, ils ne les trouvaient pas dans les événements physiques. Nous, on n'était pas nécessairement sur les événements physiques. Et donc, on pouvait essayer d'avoir du rendez-vous, des calls, des discussions avec des gens auxquels on n'aurait peut-être pas pu avoir accès si on était dans des événements physiques. Une question de novice peut-être, mais quand on travaille dans le secteur du jeu vidéo, il y a des jeux qui rapportent des millions, des milliards, on a même vu. Vous, c'est un one-shot pour vous ou vous pouvez avoir, comme dans l'industrie du disque par exemple, des royalties par après ? Comment ça fonctionne pour vous rémunérer ? C'est un one-shot ? Alors oui, nous, c'est un one-shot, donc c'est ce qu'on appelle un flat fee, et en fait, on donne directement tous les droits, donc on cède nos droits d'auteur directement aux développeurs de jeux. Oui. Pas frustrant, ça ? Parce qu'il y a des sons, on a vu, il y a un son de dinosaure là, qui est fantastique, qui est unique, c'est celui de Walter. Ça, vous ne pouvez pas leur vendre à part ? Non, c'est pas du tout dans notre business, c'est pas ça qui est la mission qu'on doit faire. Et par contre, ce qui est déjà fascinant pour nous, et particulièrement moi qui viens du cinéma et du cinéma belge et français, c'est pas tous les jours qu'on sonorise un son de dragon ou des expériences dans l'espace. Et donc déjà ça, en termes de création purement, en termes de designer, de concepteur, travailler sur des univers comme ça, c'est fascinant. Alors on l'a vu dans le reportage en début d'émission, vous venez de créer un département culture. Alors a priori, ça peut sembler un peu antagoniste, jeux vidéo et culture. On l'a compris à travers cette expérience, cette immersion dans le musée des égouts, que c'est tout à fait jouable. Qu'est-ce qui vous a... C'est le cas de le dire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de toucher à cette branche du monde culturel qui peut parfois paraître un petit peu hermétique à l'ouverture aux jeux vidéo ? Eh bien, c'est amusant parce que c'est exactement ce qu'on a cru. C'est-à-dire qu'au début de l'approche, juste pour le petit historique, on a d'abord essayé de développer un outil, un casque de réalité augmentée audio, quelque chose d'assez complexe techniquement. On s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne approche. On a du coup poussé un peu plus l'histoire en avant, typiquement sur le projet du musée des égouts. Et on s'est dit, est-ce qu'on va se présenter en tant qu'acteur du jeu vidéo ? Au départ, on n'a pas fait ça. On s'est présenté en tant qu'autre chose.
Et en fait, on s'est rendu compte que ça ne répondait pas du tout en face. Les musées, justement, ce qu'ils aimaient bien, c'était de se dire qu'est-ce qui se passe dans le jeu vidéo ? C'est un monde qu'on ne comprend pas nécessairement, mais qui nous attire. On sait que nos enfants ou nous-mêmes, on a joué aux jeux vidéo. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça ? Et en fait, maintenant, on s'est rendu compte que justement, il fallait qu'on pousse cette identité du jeu vidéo, parce qu'en fait, en termes de narration, par exemple, simplement des narrations, la narration dont tu es le héros, les livres que tout le monde a pu lire, j'imagine, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement simple, ça ne demande aucune technicité, et pourtant, ça embarque le visiteur dans sa décision d'aller raconter l'histoire. Mais qu'est-ce qui fait le plus des Mute Studios ? Parce que ça, à la limite, raconter une histoire, c'est possible. C'est quoi votre dimension si spécifique qui fait qu'on est dans autre chose que juste raconter une histoire ? Alors globalement, j'ai envie de dire que déjà globalement, ce qui est notre intérêt à tous, à tous les gens qui travaillent chez Dmute, c'est l'idée de toujours faire quelque chose de différent. Je pense profondément que si on fait même le meilleur métier du monde, mais qu'on fait la même chose tous les jours, à un moment on va s'ennuyer et on va vouloir partir. Donc le but, c'est de toujours créer des nouveaux enjeux, à la fois pour moi et à la fois pour le reste de l'équipe, d'apprendre des nouvelles choses et de découvrir des nouvelles choses. En l'occurrence, reprenons le musée des égouts pour être concret. C'est pas juste en fait les gouttiers qui racontent une histoire. Quand vous avez testé le jeu pour rendre l'immersion, c'est quoi la plus-value que vous avez pu ajouter, tirer du monde des jeux vidéo ? Alors, la plus-value, c'est vraiment de se rendre compte que l'immersion et l'interaction, ça embarque un visiteur dans une narration. C'est-à-dire que quand on se sent acteur, finalement, on est plus à même à comprendre un contenu et à vivre ce contenu. L'enjeu, c'est surtout, et ce qui est assez amusant, c'est que quand on a fait ce projet, on l'a fait vraiment en association avec le Musée des Égouts, avec Aude, la conservatrice du Musée des Égouts, et on était tout à fait d'accord qu'il fallait qu'on fasse des tests utilisateurs pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait réellement. Et donc, on est nous-mêmes dans une approche de réflexion et de se dire qu'est-ce qui fonctionne. Donc on ne peut pas a priori savoir ce qui va fonctionner. Ce qu'on veut vraiment, c'est que ce soit les visiteurs qui nous disent si ça a fonctionné ou non. Et qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? Dans le musée des égouts, par exemple, qu'est-ce qui met les visiteurs dans un égout ? Alors, de façon auditive. Mais alors, justement, en fait, c'est ça qui est fort, c'est qu'au niveau du musée des égouts, c'est un lieu immersif par nature. On a tendance à appeler ça comme ça, mais on est dans un égout, on est déjà sous terre, on est déjà visuellement immergé. Comment est-ce qu'on rajoute une histoire là-dessus ? Ça va être ça l'enjeu. Et c'est justement, par exemple, une des choses qu'on a modifiées au fur et à mesure de nos tests, c'était de faire plus de liens avec le visuel. Et donc, il commence à y avoir une espèce de barrière, en fait, une frontière qui commence à se gommer entre le virtuel et le réel. Est-ce que quelqu'un est vraiment en train de me parler ? Est-ce qu'il sait vraiment Je pense qu'il y a même des visiteurs qui ont cru qu'il y avait vraiment quelqu'un au bout du fil. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. Exactement. Ça, c'est vous avez participé au Brussels Days à Paris, justement pour montrer notamment Dmute for Culture au musée parisien. Est-ce que vous avez eu des retours de cette expérience, de ce voyage à Paris ? Oui, alors en plus à Paris, on a des clients parisiens au niveau du jeu vidéo et donc c'est un secteur qu'on connaît déjà un petit peu. On a eu pas mal de bonnes rencontres en fait, surtout sur nos manières de présenter. On est aussi dans cette demande de feedback, de retour de la part même des gens. Donc on leur fait la présentation, on leur demande qu'est-ce que vous en avez pensé. Et donc là déjà, ne fût-ce que sur la manière de présenter, il y a eu déjà des retours excellents. Et puis là, on a contrats à la clé. Alors contrat à la clé, concrètement, le temps de la culture, c'est long. Et donc c'est ça aussi, et c'est pour ça qu'on profite finalement de ce qu'on peut être profitable au niveau du jeu vidéo pour investir dans cette recherche-là, parce qu'il nous intéresse à tout niveau et pour tout le monde. Et oui, il y a des contrats qui sont en cours. Pour l'instant, je ne peux pas encore dévoiler, mais pour l'instant, on est surtout dans des contrats d'expérimentation avec de très gros acteurs en France pour tester notre solution et l'itérer, de la modifier, l'améliorer. Alors, vous avez aussi profité du confinement pour tester un nouveau challenge, celui justement de la sonorisation, mais pour tout ce qui est entreprise et aussi publicité. Vous revenez un peu à vos premiers amours quelque part. Je vous propose d'écouter Tanguy Rowey, qui est justement désormais votre associé pour un autre projet baptisé Soundshape. On en parle juste après. C'est une industrie que moi je trouve vieillissante, qui fonctionne avec des vieux principes, où on voit par exemple à Bruxelles que nos autres studios compétiteurs, c'est finalement un business d'immobilier parce qu'il fonctionne avec des anciens principes de création sonore où il faut des grands espaces, il faut pouvoir recevoir les clients, il faut pouvoir permettre ce genre de choses finalement qui coûtent très très cher et qui apportent peu de valeur, où justement là on veut se différencier en utilisant les outils modernes pour pouvoir justement garantir la même expérience aux clients mais à un coût bien moindre. Le défi numéro 1, je dirais justement ce qu'on parlait de la compétition, etc. en Belgique, c'est que les mentalités sont encore différentes des États-Unis par exemple, où les gens ont plus
l'habitude de travailler à distance, où les enjeux de rapidité, etc. sont plus marqués. Mais je pense justement que ça, c'était notre force, c'est qu'avec le Covid, les gens ont compris que ça marchait de travailler à distance. Donc c'est une nouvelle branche d'Emute qui vient de se créer, ou c'est vraiment un projet à part que vous voulez aussi tester quelque part? Tout à fait, alors c'est un projet à part, alors on est dans les mêmes interactions avec les équipes, etc., parce qu'il y a des enjeux de développement, il y a des enjeux de son, il y a des enjeux de manière de travailler, mais c'est une optique assez différente, puisque là on va chercher plutôt l'aspect quantitatif, plutôt que l'aspect très haute qualité de ce qu'on apporte avec d'Emute. C'est amusant comment Tanguy en parle effectivement par rapport à ça. En fait, l'idée vraiment, c'est de se dire, est-ce qu'on va utiliser un bulldozer pour faire des semis dans son jardin? Parfois, c'est pas nécessaire. On peut peut-être utiliser un outil qui est plus adapté. Et c'est ça qu'on essaie de créer. C'est à un moment, il faut utiliser le bon outil pour la bonne tâche. Et parfois, donc dans le son, il peut y avoir des grands studios très grands studios avec des installations très chères, qui sont pas indispensables pour la communication. Et là, derrière, il y a quand même l'équipe d'Emute Studio quand on regarde la composition. Donc, c'est vraiment une manière aussi d'avoir une corde supplémentaire à votre arc. Alors, moi, l'enjeu, et c'est un peu ça que j'ai envie de pousser, c'est que des idées qu'on puisse avoir en interne, qu'elles viennent de n'importe qui, on puisse les amener à une vraie société qui peut être profitable a posteriori. Et que ce soit du coup d'Emute Studio qui lance des initiatives de start-up ou d'autres pour essayer de faire des nouveaux produits. Typiquement, dans un autre domaine, on est en train de réfléchir maintenant à même nous-mêmes développer un jeu vidéo. Donc voilà, on le voit qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir au sein de d'Emute Studio. Malheureusement, l'émission est déjà terminée. On aurait aimé encore parler notamment des femmes dans la technologie, mais ça, ce sera pour une prochaine émission. On vous remercie tous les deux, en tout cas, d'avoir passé ce moment avec nous. Et nous, on se retrouve le mois prochain avec un nouveau boss. Merci beaucoup.